Bonjour à tous, dans cette édition, on revient sur les conséquences des intempéries. Les crues à répétition dans le Finistère ont fragilisé l'activité des commerçants, alors même que c'était la période des soldes. On ira à Quimper pour voir comment ils s'en sortent. L'égalité entre hommes et femmes, c'est un sujet de société, mais c'est aussi une thématique enseignée à l'Université de Bretagne Sud dans le Morbihan. Des débats ouverts à tous sont même proposés. Et à la fin de cette édition plongée dans le monde de l'édition bretonne, une table ronde avec éditeurs et auteurs se tenait ce mercredi à Brest, l'occasion de faire le point sur le développement de cette filière. Bienvenue dans cette édition du mercredi 19 février 2014. Et on ouvre ce journal avec une note positive. Les salariés de Bretagne Métallerie sont devenus leurs propres patrons. 4 cadres de l'entreprise viennent en effet de reprendre les rênes de cette société, alors même qu'elle avait été placée en redressement judiciaire. Frédéric Lorenzon s'est rendu sur place à Brest pour le premier jour de travail des nouveaux patrons. Jeanne, Raphaël, Jean-Jacques et Aurélien peuvent avoir le sourire. Après 4 mois de redressement judiciaire, ils ont racheté leur entreprise, Bretagne Métallerie. Une suite logique pour ces salariés brestois. On gère déjà cette société depuis un bon nombre d'années maintenant, puisque notre directeur est parti à Sur-Bressoise. On connaît son potentiel et on connaît très bien les clients, on sait comment la gérer et on sait qu'elle a du potentiel. Pour sauver une vingtaine d'emplois, ils ont investi chacun entre 10 et 20 000 euros. C'est le cas de Jeanne, pourtant à 4 ans de la retraite. Bon, pour moi, ça ne va pas changer grand-chose. Je vais rester dans mon domaine, qui est tout ce qui est comptabilité, gestion, sociale. La PME spécialisée dans les constructions métalliques était propriété d'une holding. La filiale, elle, était saine et a continué à produire, même pendant le redressement judiciaire, notamment avec cette commande, une passerelle pour la ville de Crozon. C'est une passerelle de plus de 150 mètres qui est faite en 19 tronçons, chaque tronçon en faisant plus de 3,5 tonnes. Après 20 ans dans cette société, Jean-Jacques a décidé de passer du statut de salarié à celui de patron. C'était suite logique, ça fait déjà plusieurs années que je me tâtais de savoir si je ne voulais pas monter ma boîte ou rester ici. L'ambiance qu'il y avait avec les salariés, c'est une bonne équipe qu'il y a, donc les gens sont bien ensemble à travailler. Et cette équipe a permis de passer les obstacles de la reprise. Aujourd'hui, les nouveaux patrons regardent vers l'avenir et comptent surtout sur leur bureau d'études pour se démarquer. Là, on travaille directement en 3D. Je peux par exemple ouvrir une marche, hop, la marche elle est en 3D directement. On a beaucoup de concurrents qui ne sont pas équipés de ce style de logiciel-là. Donc du coup, ça aide à décrocher de nouveaux marchés. Prochaine étape pour cette équipe soudée de Bretagne Métallerie, changer de locaux et déménager. Et quelques jours après les crues, les commerçants ont retrouvé leur boutique, mais ces inondations successives ont éloigné les clients. Alors les commerçants espèrent maintenant que l'activité va repartir. À Quimper, le reportage de Guy Abalin. Si le soleil brille de nouveau sur Quimper et si l'Odé est revenu dans son lit, dans les commerces du centre-ville, on pense encore ses plaies. Magali est propriétaire d'un magasin de savon et de bougies parfumées. Avec les inondations, elle a perdu 70% de son stock. Dans son magasin, l'eau est montée jusqu'à 1 mètre de haut. Ça ressemblait à un aquarium. Tous les savons flottaient, les bougies, il n'y avait plus rien qui était au sol, quoi. Donc c'est assez surprenant. Le magasin est propre, il est ouvert, donc maintenant la seule chose qu'il faut regarder, c'est devant et se dire que ça peut pas être pire de toute façon. Donc même avec un magasin vide, je suis là, accueillante, avec de la marchandise. Ça sent bon, la boutique est jolie, donc maintenant il n'y a plus qu'à. Et puis on y croit, il n'y a pas de raison. Dans le centre-ville quimpérois, une 50aine de commerces a été touchée. Mais comme Magali, beaucoup ont repris très vite leur activité. Bon, c'est sûr qu'il y a des magasins qui sont totalement fermés et qui vont rouvrir après travaux, mais il y en a d'autres, vu leur activité, ils étaient ouverts le jour même ou le samedi, ils étaient capables de servir leurs clients. C'est sûr qu'à partir du moment où il y a du beau temps comme aujourd'hui, les gens ont tendance à venir se promener en ville et donc à être des chalands et à refaire vivre les magasins qui ne demandent que ça. Avec 8 inondations en 3 mois, Magali a dû fermer près de 2 semaines en jours cumulés. Maintenant, comme les autres, elle espère le retour des clients. On s'intéresse maintenant à un autre secteur d'activité, l'édition. Chaque année, 1450 titres sont publiés en Bretagne. Une table ronde avait lieu ce mercredi à l'université de Brest. Auteurs, éditeurs et étudiants se sont retrouvés pour parler du développement de cette filière. Sophie Lecroisier fait le point sur les particularités de l'édition en Bretagne.
Écrire et éditer à l'Ouest, simple hasard ou militantisme? Ce mercredi, une quinzaine d'étudiantes de Master 2 des métiers du livre et de l'édition de l'UBO ont voulu se confronter aux professionnels du secteur. Objectif, décrypter les particularités de l'édition en Bretagne. Comment ils voient l'édition en Bretagne parce que finalement, pendant nos cours, on n'a pas tellement ce point de vue. Et là, c'est vrai que voir des professionnels va vraiment nous permettre de voir le concret, quoi. Oui, on voulait démontrer que la Bretagne ne fait pas que de la Bretagne. Elle s'intéresse aussi à ce qu'il y a en dehors de la région. 1450 titres édités en moyenne en Bretagne, 255 maisons d'édition. Même si Paris reste le premier berceau de l'édition en France, la région marque des points depuis quelques années. Dans la région Bretagne, c'est vrai qu'il y a à la fois des aides de la région, à la fois un tissu de librairie assez dense, à la fois des maisons de la poésie assez vivantes et dynamiques comme celle de Rennes et celle de Nantes, un tissu de lecteurs assez important, ce qui nous permet d'avoir une reconnaissance assez rapide, assez immédiate. La Bretagne se montre donc accueillante pour l'édition généraliste. Seulement rien n'est moins sûr à l'inverse. Difficile d'exporter des livres qui surfent sur la tradition bretonne. On sait qu'il y a des Bretons partout, hein, il y a une diaspora qui est très très forte, mais le plus compliqué c'est de les distribuer, de les faire connaître. Mais au-delà de la Bretagne, il est très difficile pour un livre édité en Bretagne d'être connu ou reconnu et d'être même distribué tout simplement à Paris ou ailleurs. Les maisons d'édition bretonnes emploient 380 salariés. Le secteur reste largement dominé par les structures associatives, fortes de leurs 600 bénévoles. Fin janvier, l'Assemblée nationale a adopté le texte de loi sur l'égalité femmes-hommes, un sujet de société qui est aussi enseigné à l'Université de Bretagne Sud depuis septembre dernier sous le titre « Genre et égalité des sexes ». C'est l'une des rares universités françaises à s'intéresser à cette thématique. Céline Lestrade de TB Sud. Les femmes et la science, les femmes et la politique ou encore l'éducation des filles, ce sont les thèmes des lectures du mauvais genre qui s'invitent à l'UBS. L'université a pris le parti de traiter le genre et l'égalité des sexes. C'est un projet audacieux mais qui correspond à ce qui se fait à l'université, qui correspond aussi à un engagement des enseignants auprès de leurs étudiants et aussi à une obligation légale des enseignants qui doivent promouvoir dans leur enseignement l'égalité homme-femme et finalement on met en pratique ce que l'on doit faire au quotidien. Ils sont 21 étudiants à suivre ce module à raison d'une dizaine d'heures par semestre. Toutes les 2 semaines, les enseignants viennent animer des lectures-débats autour des études de genre et de l'égalité, des ateliers qui poussent les futurs professeurs à se poser les bonnes questions. Comment on gère des activités physiques, comment on gère une cour d'école, quelles sont les activités pour les filles, pour les garçons, afin de, plus tard dans leur pratique, faire qu'ils aient pas des réflexes, mais au moins le souci de promouvoir cette égalité des hommes et des femmes et des petites filles et des petits garçons. Les lectures au paquebot permettent aux étudiants d'aller et venir sans avoir à pousser la porte d'un amphithéâtre et ils s'interrogent déjà sur la mise en pratique de cet enseignement. Au niveau des activités sportives, souvent les garçons sont considérés plus forts physiquement alors que c'est entièrement faux. Après, pour l'instant, je vois pas. Je suis qu'en 2e année de licence, donc je vois pas exactement quel projet je pourrais monter, mais ce sera à voir dans ma formation. Je pense qu'on va beaucoup parler de ça au master plus tard. Pour le moment, l'UBS fait partie des rares universités à s'être engagée dans cette voie. Elle espère être une pionnière et non un cas unique. Et on termine cette édition comme on l'a ouverte avec une bonne nouvelle. Cette distinction attribuée au pont de Térénèse, il a reçu le prix du plus bel ouvrage d'art 2014, une récompense décernée par la Fédération internationale du béton la semaine dernière à Bombay en Inde. C'est la 2e distinction pour ce pont. En septembre déjà, il avait reçu le World Infrastructure Award. Le pont de Térénèse, inauguré en 2011, situé sur la presqu'île de Crozon, est le plus long pont courbé du monde. Voilà, on referme donc cette édition avec cette bonne nouvelle. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour un nouveau point sur l'actualité locale et régionale. Excellente soirée sur TBO.